Le coin lecture. Présenté par Emmanuel Dufour. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 34e numéro du Coin Lecture. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle de Séverine Mazières. Séverine Mazières, autrice périgordine de naissance, écrit des nouvelles depuis qu'elle sait tenir un crayon. Ses recueils, entre gris clair et gris foncé et 100 000 broutilles, mettent en scène des personnages du quotidien, souvent des femmes, qu'elle sait dépeindre avec une profonde humanité. Le texte que je vais vous lire, La Prime, est une nouvelle extraite du recueil collectif Courte Peine, édité par le Salon Loiret Crime. Bonne écoute. La Prime. Les chaises sont trop petites, en plastique, bleu, vissées au sol. Les murs sentent le renfermé, la désinfection, la misère. Un écran plat diffuse en boucle des messages sur vos droits et vos démarches simplifiées. Simplifiées. Le mot lui donne envie de rire ou de vomir, il ne sait plus. Franck attend depuis 1 heure. Devant lui, une mère berce un bébé dans une poussette, un jeune fixe son téléphone, un vieux s'endort. Personne ne parle. Le bruit des néons comble le silence. Dans sa main, le ticket d'attente s'humidifie de sueur. B127. Sur l'écran, B103. Encore au moins 1 heure. C'est quoi 1 heure dans une vie? Jamais il ne tiendra 1 heure. Il le sent. Il regarde la porte du fond, personnelle uniquement. C'est là que se cache Madame Lemoine. C'est son nom qui tourne dans sa tête depuis des jours. Lemoine. Il le répète sans le vouloir, comme une prière ou une insulte. Il a tout apporté. Facture, attestation, RIB, jugement de divorce, un dossier gonflé de 3 mois de paperasse. Et aujourd'hui, il ne partira pas sans réponse. Sa main droite glisse dans la poche intérieure de sa veste. Le métal froid. Le revolver pèse lourd contre son flanc, comme une vérité interdite. Il n'a pas prévu de s'en servir. Pas vraiment. Mais, au besoin, il veut qu'on le voie, qu'on comprenne, qu'on arrête de le faire tourner en rond. L'écran bip. B104. Il ferme les yeux. Tout devient flou. Les voix s'éloignent. Un bourdonnement. Soudain, l'image de ses enfants surgit, nette. 3 visages, 3 sourires. Ethan, 9 ans. Lina, 7. Mia, 5. Leur rire. Leurs bras autour de son cou. La lumière du jardin. C'était un autre temps. Une autre vie. Avant que tout ne s'effondre. Une larme coule. Il l'essuie d'un geste sec. Pas ici. Pas maintenant. Il se lève. 3 mois plus tôt. L'épicerie sent le café froid et les fruits un peu passés. Le rideau métallique grince chaque matin. La vieille ampoule au-dessus de la caisse clignote depuis des mois. Il n'a pas eu le temps de la changer. Ou peut-être pas l'argent. Franck sert un client, un retraité du coin, habitué du matin. « Vous avez augmenté le prix du pain, dites donc !»« C'est pas moi, c'est le fournisseur. »« Oh, on en est tous au même point. » Le client sourit, mais pas lui. Quand la porte se referme, il s'assoit derrière le comptoir. Il regarde la caisse et range la monnaie qu'il vient de recevoir. 8 €. Il soupire. La journée commence mal. Sur le mur, un calendrier avec des photos d'enfants. Les siens. Le week-end dernier, il les a eus 2 jours. 2 jours de rires et de cris dans l'appartement, trop vite passé.
Quand Sabrina est venue les reprendre, il n'a pas osé la regarder. Elle avait cet air fermé, distant, comme si tout ce qu'ils avaient partagé n'avait jamais existé. « Tu pourrais au moins dire au revoir correctement ?» lui avait-elle lancé. « J'essaye, Sabrina. »« Essaye plus fort !» Depuis, il n'a pas dormi une nuit entière. Son téléphone portable sonne. Un numéro inconnu, il décroche. « Bonjour, je suis Madame Lemoine du service des prestations de la CAF. Je vous appelle pour votre dossier de prime d'activité. »« Ah, oui, enfin. Il nous manque un justificatif de ressources du dernier trimestre. Je l'ai envoyé 3 fois. Il n'apparaît pas dans le système. Mais je l'ai remis en main propre à votre collègue. Alors il y a une erreur de traitement, désolé. Vous pouvez le renvoyer par courrier ou sur le portail en ligne. Je l'ai déjà fait. Je note votre remarque, monsieur. Bonne journée. » Bonne journée. 2 mots anodins, mais qui dans sa tête claquent comme une gifle. Bonne journée. Elle lui dit ça comme à un numéro, pas à un homme. Le soir, il rentre à l'appartement au-dessus de la boutique. Une seule pièce, un lit défait, un évier plein. Il s'assoit sur le bord du matelas et regarde la fenêtre. Dehors, le lampadaire grésille dans le brouillard. Il ouvre une bière, puis une autre. Sur la table, des enveloppes, impôts, URSSAF, électricité, banque. Toujours la même phrase dans sa tête. Tu dois payer, tu dois payer, tu dois payer. Il reprend son téléphone, regarde les photos de ses enfants. Ethan en pirate, Lina en robe rose, Mia dans ses bras. Un sourire se forme malgré lui, puis s'efface aussitôt. Il murmure « Papa fait ce qu'il peut, les enfants. Papa fait ce qu'il peut. » Le souvenir du tribunal revient toujours la nuit. Franck revoit la salle, claire, glaciale, impersonnelle, avec ce plafond trop haut, ces murs blancs et les échos des voix qui sonnent creux. Sabrina était là, à 3 mètres de lui, dans une robe sombre, les bras croisés. Elle n'avait pas voulu le regarder. Il se souvient du parfum, ce mélange d'amande et de shampoing qu'il connaissait par cœur, et de la sensation d'irréalité qui l'avait envahi. Comme si tout se passait derrière une vitre. Le juge avait parlé longtemps d'une voix monotone. Les mots tombaient, un à un. Pension alimentaire, garde exclusive, intérêt supérieur des enfants. Des mots qui n'avaient plus de chair. Quand le juge avait dit « garde exclusive », il avait baissé les yeux. Il s'était senti vide, creux, inutile. Comme si on lui arrachait les poumons lentement. Sabrina avait simplement hoché la tête. Puis elle avait signé les papiers sans trembler. Lui, sa main avait glissé. Il avait mis un temps fou à écrire son nom. Franck Morel. Il avait pensé, ce nom ne veut plus rien dire. Après, ils étaient sortis. Sur les marches du tribunal, il avait voulu lui parler. « Sabrina, attends. Quoi ? On peut peut-être essayer encore ? Non, Franck, c'est fini. À cause de l'argent ? À cause de tout. T'es jamais là. T'es épuisé. T'as toujours la tête ailleurs. Je travaille pour nous. Non, tu travailles pour ne pas t'effondrer. C'est pas pareil. » Elle avait tourné les talons. Les enfants attendaient chez ses parents à elle. Ils allaient se retrouver et fêter ça. C'est ce qu'il avait imaginé en tout cas. Il n'avait jamais apprécié ses beaux-parents. Il ne l'avait jamais accepté non plus. Le soir, il avait fermé la boutique plus tôt. Il avait bu. Un whisky. 2. 3.
Le genre de soir où la radio devient une présence. Il avait écouté une émission sur la solitude. Des voix qui parlaient de rupture, de manque, de réapprendre à vivre. Il avait pensé, c'est facile, à la radio. Le lendemain, il avait ouvert la boutique à 6 heures, comme d'habitude. Les gestes mécaniques, remplir les rayons, compter la caisse, balayer devant la porte. Mais tout semblait un peu flou. Le monde autour avait perdu son poids. Il faisait les choses mais ne les sentait plus. Il se surprenait à parler seul, à voix basse. Les semaines avaient passé comme un brouillard. Chaque mois, il faisait un virement. 600 €, la pension. Le premier mois, il avait encore un peu de marge. Le deuxième, il avait dû retarder la facture d'électricité. Le troisième, il avait vendu son scooter. Et la CAF mettait un temps infini à calculer sa prime. Toujours une pièce manquante, toujours un document non conforme. Un jour, il avait appelé, une fois, 2 fois, 10 fois, la même musique d'attente, puis la voix automatique. Tous nos conseillers sont actuellement occupés, veuillez rappeler ultérieurement. Après 30 minutes d'attente pour rien, il avait failli détruire son téléphone de rage. Un matin, il s'était présenté à la CAF, dossier sous le bras. Il avait attendu 2 heures dans la file, entre une mère voilée et un jeune type au regard vide. Quand, enfin, il avait atteint le guichet, il avait sorti tous ses papiers, un par un, soigneusement classés. « Bonjour, je viens pour la prime d'activité. On me demande encore un justificatif, mais je crois que tout y est. » La femme derrière son bureau avait regardé sans émotion. « Non. » Morel. Franck. « Attendez, je vérifie. » Elle tapait lentement sur son clavier, mâchouillant un stylo. « Ah, oui, dossier en cours, il manque le justificatif de séparation. » Je vous l'ai déjà donné. « Non, il n'est pas dans le dossier. » Je l'ai déposé ici la semaine dernière. Elle cliqua 2 ou 3 fois. « Je l'ai, mais sans la signature, c'est non recevable. » « Il y a le tampon du tribunal. Il faut aussi la signature du juge. » « Vous plaisantez ? » ?»« Le règlement, monsieur. » Il avait senti sa gorge se serrer. Ses doigts tremblaient légèrement sur ses genoux. « Vous pouvez pas demander à quelqu'un du tribunal de valider ? » ?»« Non, c'est informatisé. »« Et si je le redépose avec la signature ? » ?»« Oui. Il faudra compter un délai de traitement de 4 à 6 semaines. » 6 semaines. Presque 2 mois de plus. Il s'était éloigné sans un mot. Dans la rue, il avait eu la nausée. Le ciel était bas, gris, presque jaune. Les gens marchaient vite, les yeux fixés devant eux. Personne ne le voyait. Il n'était plus qu'une ombre, parmi d'autres. Cette nuit-là, il avait rêvé qu'il marchait dans un couloir sans fin, avec des portes fermées, à droite, à gauche. Sur chaque porte, une étiquette. CAF, URSSAF, tribunal, impôt. Et derrière chaque porte, la même voix. Dossier incomplet, revenez dans 2 mois. Il s'était réveillé trempé de sueur. Après 2 mois de cauchemar sans nouvelles, il avait pris une décision. Aller voir Madame Lemoine en personne. C'était son nom sur les lettres. C'était elle qui gérait son dossier. Il l'imaginait. Tailleur gris, lunettes, voix sèche. Il s'était dit qu'en face, peut-être elle comprendrait. En face, il pourrait lui expliquer. En face, il redeviendrait un être humain. Les jours suivants avaient été longs. Il continuait à travailler, à ouvrir l'épicerie, mais tout lui paraissait inutile. Les clients parlaient, il répondait à côté. Les gestes étaient les mêmes, mais il n'était plus là. Une fois, il s'était surpris à rendre 20 € de trop sans s'en apercevoir. Une autre fois, il avait oublié de fermer la caisse.
Le soir, il notait tout sur un carnet. Dépenses, rentrées, dettes. Les chiffres s'empilaient. Les colonnes ne se rejoignaient plus. Il faisait des calculs absurdes. Si je saute un repas chaque jour, je gagne 20 € par semaine. Si je vends la télé, je paie la pension, un demi-mois de plus. Et chaque matin, la même phrase sur le site de la CAF. Information demandée. Il avait pourtant tout fourni. Il devait patienter jusqu'à la validation. Le samedi, il avait eu les enfants. Ils avaient passé la journée dans la boutique, à jouer entre les rayons. Ethan avait voulu aider à la caisse. Lina avait fait des dessins pour décorer le comptoir. Mia avait renversé un pot de confiture de cerises et ri aux éclats. Le soir, quand ils étaient partis, il avait rangé en silence. Le sol collait un peu sous ses chaussures. Il avait trouvé un dessin de Lina sous le tapis de caisse. 4 personnages qui se tenaient par la main. Un grand, 3 plus petits. Un cœur rouge au-dessus. Et dessous, écrit maladroitement « Papa, je t'aime même si tu pleures. » Il s'était assis, longtemps, sans bouger. Ce matin, le ciel est bas, couleur d'étain. Il a plu toute la nuit. Sur le trottoir, les flaques reflètent les enseignes du matin. Franck a marché vite, les mains enfoncées dans les poches de sa veste. Sous sa chemise, il a senti battre son cœur, plus fort que d'habitude. Il n'a presque pas dormi. Il s'est réveillé avant l'aube, avec cette idée fixe. Aujourd'hui, ils vont m'entendre. Dans la poche intérieure, le poids du revolver l'a rassuré et l'a effrayé à la fois. Il ne s'en servira pas, il le sait. Ce n'est qu'un symbole, un levier, quelque chose pour faire taire le mépris, le ricanement administratif. Il est entré dans le hall de la CAF à 9 heures précises. L'air y est tiède, saturé d'humidité et de désinfectant. Un panneau indique « Merci de patienter, nos agents sont à votre écoute ». Il s'est assis. Autour de lui, la foule des invisibles, des poussettes, des sacs à main, des visages pâles, des yeux cernés. Un bébé pleure, quelqu'un tousse. Un vieil homme fixe le sol. Franck se dit qu'ils sont tous là pour la même chose. Un peu d'air, un peu de répit. Derrière le comptoir, il n'y a que des visages fermés, des claviers, des tampons, des affiches, des murs. Il sort le ticket d'attente, B127. Sur l'écran, B111. 1 heure, peut-être 2. Le temps s'étire, ses pensées se tordent, tournent, s'entrechoquent. Il se souvient du dernier mail reçu sur la plateforme. « Nous avons reçu votre demande de prime d'activité. Attention, nous attendons le complément d'information que nous avons demandé. Veuillez régulariser votre situation. » Régulariser. Le mot l'avait frappé comme une insulte. Comment on régularise une vie, une séparation, une chute? Une porte s'ouvre, quelqu'un appelle « B112 ? Madame Hassan !» Une jeune femme se lève. Franck ferme les yeux. Son souffle devient court. Une pensée surgit nette. Et si elle n'est pas là? Et si cette fameuse Madame Lemoine, responsable de son dossier, ne vient pas aujourd'hui? S'il s'est levé, s'il est venu, s'il a traversé la ville, juste pour se heurter encore à un mur? Son ventre se contracte. Une bouffée de colère monte, sèche, presque brûlante. Les larmes se sont coincées dans sa gorge. Il ferme les yeux. Quand son tour arrive enfin, il est quasiment midi. La CAF va fermer. Le guichet est tenu par une jeune femme qu'il n'a jamais vue. Sourire professionnel, fatigué, mécanique. « Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous ? » « Je veux voir Madame Lemoine. »« Elle n'est pas disponible, vous avez un rendez-vous ? » « Non.
Alors je peux vous proposer un créneau d'ici la fin du mois? Non, aujourd'hui. Je suis désolé, elle est en réunion. Franck reste silencieux. La femme le regarde, un peu mal à l'aise. Si vous avez un problème, je peux peut-être... Non, c'est elle. C'est son nom sur mes lettres, sur mes mails, sur mon dossier bloqué. C'est elle ou rien. La jeune femme hésite, tape quelques mots sur son clavier. Je peux lui laisser un message si vous voulez. Non, je vais l'attendre. Il dit ça d'une voix calme, posée, trop calme. Elle fronce les sourcils. Monsieur, ce n'est pas possible de rester ici sans rendez-vous. Nous fermons dans quelques minutes. Je reste quand même. Il croise les bras, les yeux injectés. Elle a compris. Elle se lève, disparaît derrière la porte vitrée. Quelques secondes plus tard, un homme corpulent arrive. Monsieur, si vous n'avez pas rendez-vous, je vais vous demander de sortir, s'il vous plaît. Je ne pars pas tant que je n'ai pas vu Madame Lemoine. Vous gênez le service, monsieur. On va vous trouver une solution, mais il faut sortir. Le ton est poli mais ferme. Les regards se tournent, les conversations s'arrêtent. Franck sent le sang battre dans ses tempes. Quelque chose craque, quelque part, très doucement. Il ouvre la main. Le métal froid apparaît. Un silence brutal s'abat sur la salle. Même le bébé se tait dans sa poussette. Je veux juste parler à Madame Lemoine, dit-il. Pas de panique. Monsieur, je veux la voir. Elle gère mon dossier. Sa voix tremble un peu. Pas de rage, juste de fatigue. Une fatigue qui ressemble à la fin de tout. L'homme recule lentement. Des cris étouffés. Une chaise qui tombe. On appelle la police, on ferme les portes. Franck tient toujours du bout des doigts le pistolet qu'il a posé sur le guichet, à côté de son dossier froissé. Une femme d'une cinquantaine d'années arrive du couloir principal. Elle entre, les mains levées, costume gris, badge sur la poitrine, responsable d'agence. Monsieur Morel? Il fait un quart de tour et la dévisage. Elle a toujours les bras en l'air. La sueur a collé une mèche grise à sa tempe. Je m'appelle Nadia, je suis responsable ici. Vous pouvez me parler. Non, je veux Sandrine Lemoine. Elle est absente aujourd'hui, mais je peux consulter votre dossier si vous me laissez faire. Absente. Toujours absente, hein? Je vous promets qu'on va regarder ça ensemble. C'est plus la peine. C'est trop tard. Il n'est jamais trop tard, monsieur Morel. Il la regarde. Dans ses yeux, il y a de la peur, mais aussi une lueur d'humanité. Ça le désarme presque. Il se dit qu'il suffirait d'un mot, d'un geste pour tout arrêter, là, tout de suite. Mais les mots, il n'en a plus. Le temps s'étire. Dehors, on entend des sirènes, le son des mégaphones, des ordres hachés, des pas précipités. La femme, Nadia, parle encore. Sa voix est douce, professionnelle, presque maternelle. Vous avez des enfants, monsieur Morel? 3. Ils ont besoin de vous. Non, ils ont besoin de mon argent. Je n'en ai plus. Mais non, il y a des solutions. Pas pour moi. Il baisse la tête. Le revolver brille faiblement sous les néons. Il sent la sueur dans son dos. Sa gorge est sèche. Ses mains moites. Il a froid et chaud à la fois. Tout vibre, tout tangue. Une voix résonne dehors, amplifiée. Monsieur Morel, ici le commandant Richard, police nationale. On veut juste parler avec vous, d'accord? Silence de Franck. Vous n'avez blessé personne, c'est bien. On peut arranger les choses. Ce n'est pas vrai, murmure Franck. Tout est déjà arrangé. On peut discuter. Posez votre arme, on va parler, on va trouver une solution. Franck se redresse et fixe Nadia intensément.
Vous avez déjà attendu 3 mois pour 50 €, vous? Pardon? 50 €. C'est ce que vous me devez. 50 € par mois. Pour ça, j'ai rempli des dizaines de papiers. J'ai supplié, j'ai appelé, j'ai fait la queue, j'ai envoyé des mails, j'ai mis ma dignité aux chiottes. Écoutez, non, vous écoutez-moi. 50 €, vous entendez? J'ai perdu mes gosses, ma femme. Je vais perdre ma boutique. Et j'ai droit à rien. Même pas à ces 50 putains d'euros. Vous trouvez que c'est normal? Monsieur Morel, baissez votre arme, s'il vous plaît. Vous croyez que je suis dangereux? Je suis vide, c'est tout. Silence. Un long silence, suspendu. Nadia a les larmes aux yeux. Elle doit se montrer forte devant ses subalternes. Elle est responsable. « Vous ne voulez pas faire ça ?» dit-elle d'une voix cassée. « Pensez à vos enfants. » Il la regarde implorant. Ses yeux à elle sont pleins de lumière et de peur mêlée. Il voudrait lui dire merci. Pour ça, pour la sincérité dans le regard. Mais aucun mot ne lui vient plus. Dans sa tête, les images se superposent. Les visages de ses enfants, la lumière du jardin, son fils espiègle qui lui ressemble tant quand il avait le même âge, le rire cristallin de Lina, sa si petite Mia endormie contre lui, et le frigo vide, les lettres de relance, les formulaires. Une dernière pensée. J'ai tout essayé. Personne ne voit son geste. On entend juste un son sec, comme une porte qui claque. Puis le silence. Immense. Après la foudre. Les journaux ont parlé de drame de la précarité. Les chaînes d'infos locales ont fait défiler des mots. Un commerçant désespéré, le forcené de Périgueux, un père en détresse. À la télévision, on a montré des images floues des voitures de police, des rubans jaunes, des gyrophares tournant dans la pluie. On n'a pas montré l'épicerie fermée, le rideau de fer baissé, les dessins d'enfants encore scotchés sur le comptoir. On n'a pas parlé de l'appartement froid au frigo vide. On n'a pas dit que la conseillère, Madame Lemoine, avait effectivement commis des erreurs sur plusieurs dossiers, qu'elle avait préféré se faire porter pâle par son médecin complaisant et qu'elle était partie en vacances pour moins cher, hors saison. Qu'elle avait dit à une collègue « On en voit tellement des gars comme ça, on peut pas tous les sauver ?» Sabrina, elle, n'a rien dit aux enfants. Juste papa est parti très loin. » Ethan a hoché la tête sans parler. Lina a pleuré en silence. Mia, trop petite, a demandé « Il revient bientôt ?» Personne n'a répondu. Le soir, à la télévision, le présentateur a conclu « Un drame de plus sur fond de crise sociale. Le pays s'interroge sur les failles du système. » Personne ne s'est interrogé bien longtemps. Même pas Nadia, pourtant responsable. Dans le bureau vide de la CAF, l'impact est encore visible. Une fissure dans le mur, un éclat de peinture arraché. Le reste a été nettoyé. On a changé les chaises, repeint les murs, replacé de nouvelles affiches. La solidarité, c'est notre force. Et quelque part, dans un dossier numérique, le nom Franck Morel s'affiche encore en gris foncé. Statut clos. Vous venez d'entendre La Prime, nouvelle de Séverine Mazières, extraite du recueil collectif Courte Peine. Vous pouvez vous le procurer sur Amazon, tous les bénéfices revenant à l'association organisatrice du salon Loire et Crime. Le premier roman de Séverine Mazières, Épigone, thriller se déroulant à Périgueux, est toujours disponible dans toutes les librairies physiques et en ligne. Et je vous annonce déjà la sortie en juin de son deuxième roman, Rémanence, de nouveau aux éditions Alter Réal. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre écoute et à la prochaine fois.